Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre nouveau rendez-vous pour passer un bon moment, découvrir du contenu juridique de qualité et tout ça à la cool dans un esprit léger. Alors, je m'appelle Thibaut Caoudal, je suis le cofondateur de Leeway. Leeway, c'est une solution de gestion des contrats à destination des juristes qui les aide à réduire toute la partie administrative de leur job pour se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Voilà, assez parlé de moi aujourd'hui puisque je ne suis pas tout seul, évidemment, pour mener cette émission. Je suis avec deux chroniqueurs exceptionnels, Audrey Deléris et Pierre Landy, qui, en plus, aujourd'hui, ont une annonce spéciale à nous faire. Audrey, Pierre, comment ça va? Ça va très très bien. Ravi encore de vous retrouver pour la 5e semaine, je crois, ou 6e, je ne sais plus. Enfin, le temps passe beaucoup trop vite avec vous, donc ravi d'être là. Ben Bon, oui, génial. hyper content de vous retrouver tous pour un numéro de nouveau exceptionnel et donc effectivement avec une annonce, Audrey. Tout à fait, Pierre. Alors, du coup, Je on a une disparais. annonce. En fait, Pierre et moi, on a créé, en fait, il y a 1 an et demi, un network pour les juristes et dans la tech et dans les startups. Et il fallait trouver un nom. Donc, en exclusivité mondiale, on vous présente le Fleet Network. Et voilà. Hop. Voilà. Yes! Yeah. Avec French Lawyers in Tech. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter un peu ce réseau, justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore? Oui, alors je commence Pierre. On est aujourd'hui près de Vas-y. 250, Vas-y. uniquement des juristes dans la tech et dans les startups. Ça fait 1 an et demi que ça dure et c'est un formidable réseau, une communauté aujourd'hui où chacun peut s'entraider, apporter des bonnes pratiques. Et on a ici un des piliers aussi du réseau avec Alexandre ici présent qu'on va vous présenter. Et donc, Pierre, vas-y, je te laisse te présenter. Tu veux dire un mot aussi sur toi? Absolument, merci. Ben, écoute, donc Pierre Landy, je suis avocat et je suis aussi le cofondateur de l'Alliance ENCO. ENCO, c'est des juristes, enfin des avocats qui travaillent comme des juristes externalisés en Italie, France, Allemagne, UK et Espagne. On est tous issus de Yahoo. Et accessoirement, depuis quelques temps, moi j'ai fait mes classes chez Disney, chez Yahoo pendant plus de 15 ans et chez Ledger, on va en reparler tout à l'heure. Mais accessoirement, j'ai monté depuis environ 1 an une nouvelle branche de Enco et je fais de l'executive mentoring. J'accompagne dans leur leadership des directeurs juridiques, des équipes juridiques et des associés de cabinets d'avocats. Voilà pour moi. Bon, très bien. Alors peut-être pour présenter l'invité du jour, aujourd'hui on va parler d'un thème génial qui nous a beaucoup intéressé quand on a préparé tout ça avec Alexandre. On accueille Alexandre Blanc, qui est VP People chez Ledger. Et donc Alexandre, lui, il a commencé sa carrière en tant qu'avocat en droit social après une thèse, donc il va nous raconter tout ça. Il a bossé pendant quelques années dans des cabinets. Et puis, il a rejoint Ledger en tant que juriste d'entreprise avant de passer DRH. Il y a 6 mois qui va nous intéresser aujourd'hui. Et Alexandre, tu vas nous partager un petit peu tes retours d'expérience sur tout ça, c'est ça? Exactement. Merci Thibaut. Bonjour Audrey, bonjour Pierre, bonjour à tous. Déjà, merci Audrey, Thibaut et Pierre pour cette invitation. Bah, avec plaisir. Merci à toi. C'est super. Je suis très content d'avoir ce petit moment pour échanger avec tout le monde. Donc, pour faire quelques mots d'abord sur moi, donc, je suis donc, du coup Alexandre, je suis Global VP People de Ledger. Ledger, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui propose des solutions de sécurité lorsque vous réalisez des transactions en cryptoactifs, blockchain. On est vraiment dans le secteur de la tech. Ledger, c'est une super entreprise qui a commencé pour moi en 2018. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 200 collaborateurs. On est répartis sur 5 sites géographiques. Donc, on a la France, l'Union européenne, on a l'Asie et puis on a les États-Unis. C'est 33 nationalités. Ça bouge, ça pulse, c'est vraiment top. Et moi, le début de l'aventure a commencé en 2018, donc du coup, d'abord au service juridique. Avant, j'avais un passé du coup un petit peu plus, on va dire, traditionnel pour un professionnel du droit. Faculté de droit, j'ai effectivement poursuivi l'exercice un peu plus loin que la majorité des étudiants, C'est puisque le j'ai moins qu'on puisse dire, Alex. soutenu une thèse en droit privé général avec un focus droit social.
je vous tais le nom de Ah la… non, 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 tu ne nous tais pas le nom. Le nom est extraordinaire, Alex. Donc, le nom de la thèse, vas-y. C'était la métamorphose de la garantie des créances salariales. Euh, disons que Voilà. voilà, Tu nous as déjà perdu au titre de la thèse. vous avez 4 ans. Bon, génial. Du coup, on va revenir un petit peu sur Ledger plus tard. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un retour sur le passage déjà d'avocat à juriste? Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette étape? Absolument, absolument. Transition à avocat et juriste, qui dit transition dit phase d'adaptation et je pense que c'est quelque chose que tout avocat qui commence à avoir des réflexions sur son souhait d'évoluer en entreprise doit avoir en tête dès le départ. Puisque être avocat, c'est être dans une situation, une posture de conseil au quotidien pour des entreprises diverses et variées. Être juriste, c'est faire ça, mais différemment. C'est comprendre qu'on va s'insérer dans un business et dans un collectif qu'on rejoint. Et donc, avant toute chose, c'est comprendre le business. Donc, moi, je sais que chez Ledger, je suis passé d'un monde assez traditionnel à un monde de la tech, un monde en plus blockchain, nouvelles technologies qui était quand même très nouveau pour moi et qu'il a fallu d'abord comprendre avant de me lancer. Ouais. Tu as eu des hésitations à ce moment-là? J'ai eu quelques hésitations. Alors, c'était moi le hiring manager, en l'occurrence. Pas du tout compliqué de convaincre Alex, qui n'a pas du tout hésité, pas une seule seconde, n'est-ce pas? Oui, mais après, en même temps, et je pense que les hésitations, enfin voilà, pour tout avocat, je pense qu'il y a des hésitations qui sont à la fois rationnelles et d'autres qui sont plus irrationnelles. Et je pense que tout avocat qui se pose ces questions-là, il fait face un jour à ces hésitations. Typiquement, les hésitations rationnelles que j'ai pu avoir, c'était, enfin voilà, est-ce un choix définitif en termes de trajectoire professionnelle? Est-ce que je pourrais reprendre un jour la robe ou pas? Je dois faire un passage éclair ou pas en entreprise? Moi, mon conseil, et je suis convaincu que les parcours professionnels en 2020 ne sont plus les mêmes que ceux qu'on pouvait avoir dans les années 80 ou 90. Je m'explique. Être avocat maintenant, et je pense aussi que c'est lié aussi fondamentalement à la discipline que j'exerçais en cabinet, c'est-à-dire le droit du travail. Je pense que comprendre en fait les enjeux au quotidien, ça devrait passer nécessairement par un passage en entreprise. Alors, il y a la formation d'avocat qui propose ça, mais je pense que, enfin voilà, pour un bon avocat, un passage en entreprise, notamment en droit du travail, je l'ai vu moi, je pense que c'est une belle manière d'appréhender les choses dans sa globalité. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, tu as vu un moment un peu un moment où tu avais vu la lumière, j'allais te dire, c'est quand parfois on doit se séparer d'un salarié, ce sont des choses qui arrivent dans la vie d'une entreprise. Et je me souviens qu'on avait eu une discussion sur, tu avais réalisé la différence entre, enfin, je te laisse expliquer, entre l'avocat et le juriste. Absolument, absolument. C'est vrai que, enfin voilà, sur ce type de situation, en cabinet, on a tendance à se séparer de l'humain. Finalement, le dossier d'un licenciement, d'une rupture est un simple numéro de dossier. En entreprise, c'est tout autre. Quand on doit mener à bien cette décision, c'est une décision aussi qui est lourde, un choix de l'entreprise qui a des conséquences pour un salarié. C'est d'abord, avant de dérouler le process juridique qu'on peut avoir en tête, c'est d'abord réfléchir et prendre le temps de l'écoute du collaborateur et lui faire comprendre des fois aussi que le choix, il peut être opéré par rapport à son comportement, mais par rapport aussi des fois à une politique de l'entreprise. Non, mais c'est très vrai. C'est vrai qu'entre d'un côté, j'ai juste un numéro de dossier et on sort le document et on ne sait pas tout ce qui se passe derrière. Et de l'autre côté, discuter avec le salarié en question, l'écouter, le comprendre, etc. C'est vraiment deux jobs totalement différents. C'est pour ça que je dis souvent, d'ailleurs, l'avocat et le juriste, je pense que tu es d'accord, Alex, sont complémentaires. Ils sont vraiment complémentaires parce que les métiers ne sont absolument pas les mêmes. Et je pense que voilà, un bon avocat est quelqu'un qui comprend la complémentarité de son rôle avec celui du juriste en entreprise. Donc ça, c'est effectivement le cas.
j'avais aussi, ce qui était assez curieux aussi, et c'est pour faire le lien avec ta question, Thibaut, c'est que j'avais aussi des hésitations qui étaient peut-être un peu irrationnelles, qui sont liées aussi peut-être à la posture, et ça, c'est peut-être aussi mon ego qui parle, pardon, mais quand j'étais avocat, la robe, enfin voilà, quand on est en dîner ou en soirée mondaine, c'est toujours plus sympa de dire qu'on est avocat, qu'on porte la robe noire, plutôt que de dire qu'on est juriste. Mais en fait, je pense que ça résulte aussi d'une mécompréhension du métier qu'on peut avoir du juriste en entreprise. Et je pense que, enfin voilà, on a le réseau d'ailleurs doit avoir un impact pour valoriser cette image-là. Moi, la chance que j'ai chez Ledger et que j'ai eu quand j'étais au passage au service juridique, c'est que le service juridique s'est positionné et est toujours un réel business partner, pardon, et un vrai centre décisionnel, un accompagnement en fait de la décision business. Et ça, c'est important. Alors, je pressens la réponse, mais si tu devais le refaire, ce passage avocat-entreprise, est-ce que tu le referais? Absolument. Je le ferai sans hésitation. Je le ferai, mais je le ferai peut-être aussi en me préparant différemment. C'est-à-dire que je pense, et ça c'est important, je pense qu'il est utile pour un avocat, sortez des sentiers battus, allez voir d'autres juristes, allez voir des responsables juridiques, échanger avec eux pour comprendre vraiment ce qu'est le métier, pour comprendre vraiment aussi ce qu'on va attendre de vous et aussi pour comprendre aussi l'approche du travail qui est encore une fois complémentaire et indispensable. Et est-ce que tu as créé des vocations parmi tes anciens camarades avocats, collaborateurs qui t'ont vu partir? Je crois que tu étais chez Jantet, il me semble, qui est un gros cabinet. Est-ce que tu en as d'autres qui, voyant ton parcours, se sont dit pourquoi pas moi? Tu as créé des vocations? J'ai fait d'abord de part du Burkina Faso et ensuite Jantet. Je ne sais pas s'ils sont là, mais on les salue si tout à l'heure ils sont connectés. Effectivement, en fait, il y a quelques personnes qui se sont intéressées et qui se posent des questions. Et c'est assez intéressant parce que finalement, ils viennent naturellement me voir pour voilà, ce type de questions. Comment ça se passe? Quel est ton rôle? Quelle est ta place? Et surtout, quelle est comment tu es valorisé en interne, etc. Et encore une fois, je pense que cette valorisation, elle tient aussi à cette capacité d'adaptation qu'on doit avoir en amont quand on arrive en entreprise. Ouais. Et justement, est-ce que tu as des conseils à donner un petit peu aux avocats qui souhaiteraient rejoindre le monde de l'entreprise et peut-être même le monde des boîtes tech que tu connais assez bien? Alors oui, c'est-à-dire que la première chose, c'est réfléchissez déjà au type d'activité, au type de structure que vous voulez rejoindre. Je m'explique. Être juriste, c'est pas, ou être directeur juridique, responsable juridique, c'est pas être avocat. On va s'insérer dans une entreprise, un secteur d'activité particulier. Les problématiques, typiquement, aller s'orienter sur des problématiques type industriel ne sont pas du tout les mêmes que les secteurs de la tech, parce que les normes, enfin moi je vois en droit du travail, on n'est pas du tout sur des mêmes problématiques en termes de conventions collectives, ce n'est pas du tout les mêmes, le droit du travail ne fonctionne pas de la même manière, les interlocuteurs ne sont pas les mêmes. Soyez humble, je pense que c'est important dans le cadre des entretiens. Oui, merci de le rappeler, Alexandre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais je suis totalement d'accord avec toi, oui, oui, c'est important. Je pense que l'avocat, quand il vient en entretien pour un poste en entreprise, il faut qu'il prépare, mais qu'il prépare l'entretien différemment. On ne va pas lui poser la question que pensez-vous du dernier arrêt de la Cour de cassation? Si on le fait venir, c'est qu'on considère que c'est un expert. Par contre, là, on va l'attendre et on pourra lui reprocher, c'est le fait de devenir un peu la fleur au fusil, ne pas s'intéresser à ce que fait l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quel est le type de collectif de travail, etc. C'est ce qui est beaucoup plus important. Et c'est encore une fois, c'est cette capacité à s'intéresser d'abord à ce business, à ce que fait l'entreprise, qui permettra aussi de réussir quelque part cet entretien. Ce que tu dis, Alexandre, c'est très vrai et je le vois moi en tant que recruteuse justement, c'est que si on vient vous chercher, c'est qu'il y a vraiment une expertise à la base. Donc, ce qui fait la différence, c'est vous encore une fois et on revient toujours à la même chose à chaque sujet, mais c'est l'humain en fait. Donc, c'est la réponse à toutes nos questions, c'est vous en fait. Donc, pensez. Ça, je crois que nos auditeurs qui suivent Legal Club Sandwich ont bien compris que s'il y avait un truc important à travailler, c'était les soft skills. Hein, et on va encore en reparler. On n'a pas fini, mais voilà, si on a un seul message à faire passer pendant cette saison 1, c'est ça. Je suis d'accord. L'humain et les soft skills, exactement. Et justement, est-ce que tu te rappelles un petit peu de tes premiers mois chez Ledger dans l'entreprise? Est-ce que tu as été étonné? Il y a des choses qui t'ont marqué?
J'ai été étonné par la facilité d'accès de tout le monde. C'est-à-dire qu'en cabinet, c'est vrai qu'on a souvent tendance à être focus business dossier. On interagit un petit peu avec ses confrères ou les collaborateurs de son équipe et quelques d'autres personnes des autres départements. Mais en entreprise, c'est vraiment différent. C'est prendre le temps. Enfin voilà. Autorisez-vous à prendre 15 minutes autour de la cafette, enfin autour de la machine à café, parler avec d'autres personnes. Parce que, encore une fois, vous serez sur des dossiers où vous ne serez pas seul, vous serez avec d'autres interlocuteurs qui ne seront pas des professionnels du droit et qui seront des piliers aussi pour vous aider à avancer sur ces dossiers. Donc, prenez le temps de les connaître. Ça aide aussi dans la prise de décision, ça aide aussi dans le travail au quotidien. Ouais. Et bon, c'est super intéressant ce passage-là. Ensuite, bon, il y a eu quelques temps, je crois que tu as passé 2 ans chez Ledger avant de switcher au poste de DRH, c'est ça? C'est ça. Toujours chez Ledger. Ouais. Tout à fait. J'ai eu le. C'est pas tout à fait. Enfin, moi, je traduis. Enfin, c'est pas forcément une transition de juriste à DRH. Moi, je vois ça j'ai vu ça comme une évolution. Une évolution de mon rôle dans l'entreprise. J'ai effectivement pris le poste de Global VP People en début d'année de cette année. J'ai officialisé mes fonctions le 16 mars. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce que c'était le 16 mars. Un peu, oui. Un petit Il y a un peu, timing ce parfait, souvenir Alex. douloureux. Voilà, l'annonce du confinement général en France. Et accessoirement, c'est aussi mon anniversaire. Et pour ainsi dire, ma priorité n'était pas le gâteau d'anniversaire le soir que j'allais pouvoir éventuellement manger, mais plutôt comment j'allais réussir à confiner à peu près 200 personnes réparties en fait sur les 4 coins du globe avec des problématiques de Covid-19 qui n'étaient absolument pas les mêmes parce qu'on ne traite pas la situation du Covid et de l'épidémie en Asie de la même manière qu'aux États-Unis ou au sein de l'Union européenne et encore moins en France. Voilà, donc c'était une belle prise de fonction, mais j'aime les défis. Donc, Ouais. Bon, et j'imagine avec plein de choses nouvelles et plein de défis, mais certainement qu'à ce niveau-là, ton passé d'avocat et de juriste en droit social t'a beaucoup aidé sur cette fonction de DRH. Exactement. En fait, je pense que cette transition ou cette évolution, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut un alignement des planètes, mais on a aussi besoin de plusieurs facteurs qui sont clés en interne. Peut-être un mot très rapide d'abord en amont, c'est que vraiment, encore une fois, le rôle de DRH et le service RH assume des responsabilités qui sont assez lourdes dans une entreprise. Il a un rôle le service RH a un rôle primordial. Il participe directement à la réussite de l'entreprise. On assure en fait plusieurs fonctions décisives et ça fait le lien avec ce que tu me dis, Thibaut. C'est-à-dire qu'il y a un service RH assure des fonctions de recrutement, gestion des emplois, des carrières. Il assure de l'administration du personnel, les relations sociales et la conduite du changement. Tout ce qui est, à mon sens, relations sociales, conduite du changement, administration du personnel, c'est des choses qui naturellement que j'ai acquis en fait dans le cadre de mon passé d'avocat. J'ai pu capitaliser dessus aussi quand j'ai rejoint Ledger et aussi j'ai pu faire fructifier et accroître parce que j'ai aussi eu une position où j'étais un réel business partner du service RH avant de prendre la tête du service RH. Que dire d'autre? Cette réussite aussi, elle tient aussi sur deux autres facteurs. Le premier, la confiance des dirigeants. Puisque accepter qu'un juriste, un responsable des affaires sociales devienne DRH, donc on prend quelqu'un du service juridique, on le met dans un nouveau collectif de travail et animer une équipe. À l'heure actuelle, j'ai 7 collaborateurs, bientôt 10. C'est un challenge et puis c'est faire confiance à quelqu'un, de sortir des sentiers battus, c'est ce que je disais en amont. Et puis la réussite aussi, elle est collective. C'est-à-dire que le talent individuel, pour moi, il a de sens que s'il est mis au profit d'un collectif. Et moi, le collectif, c'est mon équipe. Ma réussite, c'est la réussite du département RH.
c'est le fait que j'ai des experts en interne dans mon équipe sur lesquels je peux m'appuyer. Je suis un peu ce qu'on dirait le chef d'orchestre. Mais dis-moi, Alex, comment tu arrives à gérer? Alors, maintenant, tu es passé avocat, juriste en droit social, juriste en social, à la DRH. Comment tu arrives à, quand il y a un problème juridique, d'ordinaire, tu aurais un avocat ou un juriste en droit social qui conseille la DRH. Là, tu cumules les deux rôles, d'à la fois de conseil et de décisionnaire. Comment tu gères cette dualité? C'est assez difficile. En fait, comment dire, j'ai des fois la tentation de reprendre la casquette responsable des affaires sociales en me disant mais il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et après, je me dis, mais en fait, non. Enfin, là, maintenant, il y a l'enjeu, il y a l'humain, il y a la personne qui est en face de moi. Donc, c'est se dire, ben, on fait d'abord de la gestion RH et ensuite, on met le prisme juridique derrière. Moi, la difficulté que j'ai aussi, ce qui n'est pas forcément le plus simple à gérer au quotidien, c'est des fois, enfin, voilà, les enjeux de confidentialité qu'on peut avoir aussi par rapport aux phases de négociation, etc. Mais voilà, on essaie de faire front. Donc, Ouais. Et cette évolution, elle te trottait un petit peu dans la tête depuis quelques temps. J'ai envie de dire, est-ce que tu avais visé ce poste-là ou est-ce que c'est vraiment une opportunité comme ça t'est tombé dessus? Effectivement, le souhait d'évoluer sur un rôle beaucoup plus global dans une entreprise, c'est quelque chose qui me trottait dans la tête. C'est quelque chose que j'avais envie d'expérimenter. Et c'est quelque chose enfin, voilà, que Ledger m'a permis aussi de réaliser. Et là-dessus, effectivement, je suis assez. Enfin, voilà, j'ai eu vraiment un alignement des planètes qui m'a permis de Ouais. prendre. Et justement, tu as des conseils à donner là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant cette partie-là. Certainement que parmi les auditeurs, il y a des personnes qui se demandent comment évoluer et comment passer le pas. Est-ce que toi, tu as déjà, t'as des conseils à donner tout simplement là-dessus? Oui, effectivement. Moi, je pense qu'il faut déjà aussi, ce qui est important, c'est travailler aussi son image. C'est-à-dire que si on veut évoluer au-delà d'un rôle de responsable ou d'une profession du droit en entreprise, il faut vraiment se positionner en tant que business partner. Et je m'explique, c'est-à-dire valoriser son image, prendre le temps aussi d'accompagner et de se dire en face de nous, on n'a pas des juristes. On a des gens qui sont très forts dans leur domaine d'activité, mais qui ont besoin d'être accompagnés. Donc, du coup, c'est fluidifier, avoir un discours beaucoup plus simple. Et puis, posez-vous les bonnes questions aussi. Ça, c'est important. Parce qu'on a souvent tendance à réduire l'évolution en entreprise comme le fait de prendre des fonctions de manager. Moi, je pense que enfin, voilà, les parcours à l'heure actuelle, et je le vois moi en entreprise, je le vois chez Ledger et on le voit dans beaucoup d'entreprises de la tech, les évolutions, elles peuvent se faire en fait soit en tant que manager ou soit parce qu'on est un bon expert. Mais ce n'est pas parce qu'on est un bon expert qu'on est forcément un bon manager. Et je pense aussi c'est toute la difficulté et je pense que beaucoup d'avocats ou même, enfin voilà, je ne suis pas sûr que les avocats ou même tous les juristes soient de bons managers. Mais si vous avez envie d'évoluer sur ces rôles-là, ben, réfléchissez à comment vous pouvez prendre part à ce type de rôle de manager. Ou si ce n'est pas votre truc, ben, ok, c'est parfait. Et peut-être que vous êtes mieux sur un rôle d'expert. Et donc, dans ce cas-là, focalisez-vous vos évolutions, vos recherches sur ce type de rôle-là. Et c'est vrai que Ce c'est que une tu très dis, bonne question à poser, je pense, Audrey, en entretien. Est-ce que oui. comment l'entreprise valorise les experts versus les managers? Enfin, j'imagine que c'est une question que tu dois souvent poser à tes clients. Ça arrive vraiment très souvent aussi et aux candidats qu'on rencontre, bien sûr, parce que voilà, et c'est ce que tu dis, Alexandre, c'est vraiment très important. C'est pas parce qu'on finit numéro 1, numéro 1, numéro 1 qu'on est absolument au top de sa carrière. Il y a aussi plein de belles évolutions possibles en transverse. On en parlait lors d'un des derniers talks, justement, en diagonale, comme j'aime à le dire souvent, et aussi en horizontal. Et c'est justement aussi grâce à ça qu'on peut évoluer sur des compétences et souvent en diagonale, on récupère la verticale pour faire plein de géométrie aujourd'hui. Et donc, on arrive avec des très jolis postes aussi auxquels on ne s'attendait peut-être pas, en fait, et des évolutions un petit peu différentes. Donc, et tu en es la preuve aussi, du coup. Et il y a quelque chose que je voulais aussi souligner, c'est que tu viens d'un métier avocat
qu'on peut dire assez individuel quand même à la base, à un métier, et tu en as beaucoup parlé en tant qu'aujourd'hui juriste puis DRH, très très collectif. Tu l'as dit plusieurs fois ce mot-là, et je trouve que c'est extrêmement fort pour le coup, et tu as l'air très épanoui là-dessus, donc c'est important. Alors, fais attention, Audrey, Alex, Audrey va vouloir te chasser. Je gère pas tu les viens de DRH, passer à du coup. l'entretien d'embauche avec Audrey Deléris, on se méfie. Si je vois que Antoine de chez Ledger est présent aussi, préviens Pascal là, d'urgence. Il est en train de passer un entretien devant des milliers d'auditeurs en live. Mais il y a un autre point aussi qui est important pour les jurys, c'est sachez que vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que ce qui est très difficile aussi, et je pense qu'un avocat doit l'avoir en tête, c'est quand vous faites le choix de rejoindre une entreprise, souvent vous êtes tout seul en tant que juriste, vous n'êtes que un ou deux. Et votre réussite et votre capacité, on va dire entre guillemets, de survie dans une entreprise, elle dépend aussi de votre capacité à forger un réseau. Et ce réseau de juristes, typiquement le réseau de le Legal Tech qui a été Fleet, voilà, qui a été mis en place. C'est encore tout nouveau le nom, donc il va falloir que je m'adapte. C'est à 24 heures, oui. On pardonne. Mais c'est indispensable. On l'a vu pendant le Covid-19, la crise sanitaire, le confinement, le déconfinement et le reconfinement. Il y a de nouvelles problématiques juridiques qui ont émergé pendant la crise et l'état d'urgence sanitaire, que ce soit en droit des contrats, que ce soit même en termes de gestion de l'activité partielle. Je pense qu'il y a un certain nombre de juristes qui ont découvert l'utilité d'avoir un peu un vernis en droit social dans le cadre de cette période-là. Et effectivement, le réseau de juristes permet justement cette synergie, cet échange de compétences et ça permet en fait justement de tenir quand le bateau bouge, quoi. Oui, enfin, tu es hyper gentil, Alex, de dire comme ça. On va quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est que pendant la crise, pendant le premier confinement du Covid, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de juristes en droit social dans Fleet Network. Mais par contre, il y avait une chaîne coronavirus, une chaîne Slack. Et Alex, en même temps que gérer tout ce qu'il vous expliquait tout à l'heure, a été quand même assez cool parce qu'il a fait la hotline pour un nombre de questions complètement dingues des membres du network à qui il a passé les documents, les infos, etc. Donc voilà, aussi, rendons à César ce qui lui appartient, Alex. Et merci au nom des membres du Fleet Network de ton aide pendant ce premier confinement. Merci à vous. Bon. Et moi, j'ai une dernière question avant de passer aux rubriques de nos chroniqueurs. Est-ce que du coup, là, on a l'impression que tout est parfait. Ça fait 6 mois maintenant que tu as pris le poste. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, des choses que tu peux partager un peu aux auditeurs, ou est-ce que vraiment tout est tout beau, tout rose? Non, en fait, ce qui est pas difficile, mais c'est un changement mon changement de rôle en fait fait que on devient aussi un petit peu plus humble dans le sens où on est décisionnaire. C'est-à-dire que moi, dans mon rôle où j'étais en support, en business partner. Là, je suis décisionnaire. C'est-à-dire que si je prends une décision, le COMEX dont je suis membre et Pascal, le CEO de Ledger, il attend de moi que la décision vienne de moi. Donc, là, ça suppose en fait de se dire est-ce que je fais les bons choix et on doit travailler vite. Et effectivement, il y a une phase aussi, encore une fois, d'adaptation où c'est cette difficulté-là à se dire maintenant, on est dans un nouveau rôle. Et puis, c'est surtout prendre le temps. Ne pas oublier aussi que quand on est leader aussi d'une équipe, on a une équipe et c'est prendre le temps aussi avec cette équipe. Et c'est des fois aussi se dire, OK, je suis stressé parce que les enjeux business sont tels, on doit avancer, mais c'est aussi prendre le temps avec son équipe, prendre le temps d'échanger sur leur quotidien, surtout en ce moment. La période de confinement fait qu'on a un collectif qui est un petit peu connecté à distance, prendre le temps de prendre des nouvelles et pas que sur les dossiers. Ça, c'est important. Ouais. On a des questions justement à ce sujet. Il y a Léa qui nous a posé une question, on y répondra tout à l'heure. Merci Alexandre du coup pour ces réponses et ce retour d'expérience, c'est passionnant, ça donne envie de creuser un peu plus. N'hésitez pas à poser encore vos questions, on y répondra à la fin du talk. Et maintenant on passe aux rubriques de vos chroniqueurs. C'est parti, Audrey, jingle.
Merci Pierre. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un focus sur le marché des avocats qui deviennent donc juristes entreprises, comme tu l'as fait Alexandre. Alors dans une étude de 2019 réalisée par la CNB, le Conseil national des barreaux, un tiers des avocats quittent la robe avant leur 10e année. C'est beaucoup. Alors moi, j'en suis ravie parce que je travaille côté entreprise, donc comme ça, je peux les accompagner. C'est très égoïste. Et pour mes clients. Mais on va se focuser vraiment sur qui ça concerne. Alors généralement, on voit deux seniorités. C'est ce que je vois en tout cas en tant que recruteuse. Il y a les profils 3-5 ans d'expérience parce qu'au bout de 3-5 ans, ils se disent tiens, j'ai envie de voir autre chose, j'ai fait le tour. Et puis il y a les profils à partir de 8 ans, un peu plus tard dans leur exercice. Et je vois qu'ils ne pourront pas devenir mais associés, parce qu'il y a un plafond de verre et qu'ils n'ont aussi pas forcément envie de devenir associés. Donc on les retrouve nous en entretien quand ils veulent passer côté entreprise. Niveau matière, ça concerne toutes les matières, avec très souvent des passages un peu plus faciles dans ce qui concerne le M&A, le corporate, la concurrence, l'IT, et de plus en plus de profils aussi plus généralistes sur les contrats, le contentieux, conformité, compliance, qui sont aussi aujourd'hui tout à fait admis côté entreprise sur des postes aussi plus larges. C'est très, très bien. Alors, pourquoi passer côté entreprise? Parce qu'on voit certains que ce n'est pas possible de devenir associé et parce qu'ils n'ont pas forcément la fibre commerciale, ce qui est un peu gênant quand on est associé en cabinet d'avocat. Donc, c'est bien de s'en rendre compte et de changer de carrière pour exercer le droit un petit peu différemment. Mais ça relève aussi d'une grande frustration de beaucoup d'avocats, même si c'est un très beau métier, très technique, ça, c'est indéniable évidemment, mais certains sont frustrés, comme tu le disais Alexandre, parce que certains ne voient qu'un petit bout de dossier et après, une fois le dossier parti, ne savent pas ce qui se passe ensuite. Et c'est pour ça que beaucoup veulent passer côté entreprise et c'est une très bonne raison à mon sens pour le coup, et parce qu'ils veulent aussi être très impliqués dans les décisions avec un gros partage des informations et des décisions avec les opérationnels, encore une fois comme tu l'as dit Alexandre. Et enfin, il y a le fameux équilibre vie privée, vie pro qui intervient aussi pour certains d'entre vous, avocats, qui veulent passer côté entreprise, même si je le rappelle, on ne travaille pas forcément moins en entreprise, contrairement à ce qu'on pense. Et là, je vais citer un des avocats que j'ai recruté il y a quelques années. Alors, c'était en M&A, qui est une matière pour le coup qui prend beaucoup de temps, qui m'avait dit, une fois passé côté entreprise, je travaille énormément, ça ne change rien du tout. Je fais des gros horaires, mais j'ai une meilleure visibilité et je m'éclate encore plus parce que je travaille pour un seul et même client et que je connais mes clients encore mieux qu'auparavant. Donc ça, c'est très fort. Petit conseil, quand passer en fait côté entreprise, quand vous en avez envie, c'est déjà une bonne chose. Il faut avoir envie de le faire, il ne faut pas que ce soit suivi. Ça, c'est déjà une chose très, très importante, mais pas trop tard surtout. Parce que quand c'est trop tard, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le problème de la rémunération, parce qu'on le sait, en cabinet, on évolue très, très vite, très, très haut parfois. Et quand on passe côté entreprise, ça peut être un petit choc. Donc, en général, on n'y perd pas trop. Voilà, avec le package, etc., on pourra en reparler si nécessaire, mais pas trop tard. Aussi parce qu'on devient un peu moins malléable et adaptable, et ça peut faire peur à un directeur juridique qui se dit quelqu'un qui a passé 10 ans, 15 ans en cabinet, ça va être compliqué de l'intégrer. Et puis attention, on ne va pas forcément passer numéro 1 tout de suite quand on passe de l'avocature à l'entreprise. On ne va pas devenir forcément directeur juridique groupe. Là, par contre, je nuance un peu mes propos, parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait chez Total, qui vient de chez Allen, qui est l'actuel directeur juridique, que je cite pour le coup, donc il me fait mentir parce que lui a fait un très très beau passage en entreprise. C'est pas moi qui l'ai passé, j'aurais bien voulu. Voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas forcément facile de passer côté entreprise quand on vient d'avocature. C'est un autre métier, vraiment, c'est une autre manière d'exercer le métier du droit. Mais enfin, en tout cas, tous les gens la plupart en tout cas, qui me parlent de leur expérience sont ravis vraiment d'être passés côté entreprise, ne regrettent pas le passage à l'entreprise. Et comme m'a dit Benjamin, un candidat que j'ai placé il y a 1 an, il m'a dit que lui se sentait merveilleusement bien, je le cite, donc j'aime bien citer ce genre de choses, parce que voilà, ça se passe bien pour lui et il est très content de son passage en entreprise. Donc si vous voulez faire comme Benjamin, Florence, Nadia, François, Victoria, Lionel, Cécilia, Julie, Thomas, Charlotte, Clémence et bien d'autres que j'ai pu accompagner lors de leur passage de l'avocature à l'entreprise, on en reparle ensemble. À très vite. À toi Pierre. Ah, j'adore, on a l'impression que c'est la chanson de Zazie, tu sais. Nicolas, tout le monde, il est juriste d'entreprise. Bon, allez. Exactement. Là, et je crois que j'ai faim, je vais très loin. Et allez, je vais lancer mon jingle. Pierre. Allez. Alors, eh bien moi aujourd'hui, puisqu'on parle des avocats, des juristes, etc., je vais vous parler d'une nouvelle spécificité française sur laquelle j'aimerais revenir et qui concerne notre belle profession par là, je veux dire les juristes d'entreprise.
Le thème de ma chronique, c'est « Est-on en route vers la rédemption ?» Bon, vous connaissez déjà mon premier point de vue sur les choses qui m'agacent. Je suis un peu le Jean-Pierre Coff des responsables et directeurs juridiques, hein, donc j'ai mes coups de gueule. Donc le premier, c'est sur la non-présence des juristes au sein des comités de direction ou des reporting lines complètement absurdes type CFO ou secrétaire général, alors que évidemment, le directeur juridique devrait reporter au CEO et être au comité de direction. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Enfin, ça, je vous dis ça. Non, je vais continuellement revenir dessus parce que tant que le chiffre que dans notre étude, l'étude Leeway, Co, Fed Legal, que nous tenons à disposition, d'ailleurs, Audrey ou Thibault vont vous donner le lien, indique que 78% des directeurs juridiques de la tech ne reportent pas au comité de direction. Autant vous dire qu'on a de la marge. Dans le 440, c'est que 50%. Mais bon, bref, ça, c'est un de mes chevals de bataille. Un autre cheval de bataille, eh bien, c'est, vous savez, le fait que nous n'avons pas, nous, les juristes d'entreprise, enfin, je suis avocat aujourd'hui, mais qu'en tout cas, les juristes d'entreprise n'ont pas de legal privilege, c'est-à-dire le secret professionnel dans l'exercice de leur fonction. Et donc, voilà, il n'y a pas de secret professionnel. Et il est, à mon sens, plus que temps d'assurer la protection des entreprises françaises et des avis juridiques au travers des documents et des avis émis par les juristes. Alors, on a ces professionnels du droit qui font un travail exceptionnel, qui œuvrent dans les services juridiques et les services contentieux des sociétés. Et pour autant, eh bien, les juristes d'entreprise, à ce jour, en France, en 2020, bientôt 2021, ne peuvent toujours pas opposer le secret professionnel, notamment à la puissance publique. Imaginez un raid des impôts, de la CNIL, j'en passe et des meilleurs. Alors, ça ne va pas vous surprendre, hein, le sujet est à l'étude depuis très longtemps. Il y a deux solutions qui ont été envisagées. La première, c'est accorder aux juristes le statut d'avocat en entreprise. Et puis la seconde, c'est leur octroyer simplement ce qu'on appelle donc un legal privilege. Alors, le legal privilege, c'est un ensemble de règles qui permettent dans les pays de common law, et d'ailleurs en Belgique aussi, de soustraire certains types de communications confidentielles, que ce soit écrite ou orale, à l'obligation d'être produite en justice. Alors récemment, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, début novembre, lors du débat sur le budget de la justice à l'Assemblée nationale, Éric Dupond-Moretti a relancé le débat sur la création d'un statut d'avocat en entreprise. Alors, il souhaite lancer cette expérimentation et Dieu merci, la conférence des bâtonniers a bougé un peu les lignes récemment. J'ai pu lire dans la presse que sa présidente a indiqué, je cite, « S'il n'est toujours pas question d'un avocat salarié, contraire au principe d'indépendance de la profession, ça on en convient tous. En revanche, on travaille sur une alternative répondant aux besoins des entreprises. » Et alors là, en clair dans le texte, ça voudrait dire qu'une solution pourrait être trouvée. J'utilise le conditionnel, mais je reste optimiste, sur la confidentialité des écrits, des correspondances, des conversations des juristes d'entreprise, et tel que l'avait d'ailleurs recommandé le rapport Gauvin en juin 2019, afin donc de mettre la France au même niveau que ses partenaires européens et américains notamment. Et ça, c'est très vrai parce que moi, je me suis quand même retrouvé en tant que directeur juridique adjoint Yahoo en charge de la IMIA sur 2 ou 3 dossiers pendant ma carrière à demander à être sorti du dossier. Parce que c'était tellement sensible que je me disais que si la puissance publique ou si je suis auditionné par nos amis de la police, je n'avais que 2 solutions, ou mentir ou répondre. Donc, dans une boîte américaine, on ne ment pas, donc il fallait répondre. Donc, si j'étais obligé de répondre, j'étais obligé donc de divulguer des choses qu'on n'avait pas forcément envie de divulguer pour plein de raisons. Et donc, du coup, je me suis auto-sorti des dossiers. C'est mon directeur juridique UK qui gérait une problématique compliquée pour la région IMIA. Voilà, donc heureusement les Américains ont quand même décidé de me laisser à mon poste bien que j'étais français avec ce problème, mais dans 2 ou 3 cas j'ai dû sortir complètement de la discussion pour assurer la confidentialité. C'est totalement absurde et donc vous conviendrez qu'il y a vraiment besoin d'avoir une évolution. Donc dans nos actualités dit que la chancellerie réfléchirait à une expérimentation qui pourrait avoir lieu à Paris ou dans les Hauts-de-Seine. Le barreau est prêt, affirme le bâtonnier de Paris. Mais le travail de définition du périmètre ne se fera bien évidemment qu'en concertation avec les avocats. Donc, vous voyez qu'il y a encore des discussions, des débats.
Bon, c'est évidemment un sujet épineux parce qu'il y a des enjeux économiques qui sont indéniables pour les professions juridiques libérales. Je ne remets pas ça en cause, mais il faut absolument trouver un consensus et trouver quelque chose qui fonctionne parce que de l'autre côté, la compétitivité économique des sociétés françaises est mise en jeu quand nos camarades dans d'autres pays, et notamment les Américains, n'ont pas ce problème. Voilà, donc on y croit très fort et moi, bon, 2021, ça n'arrivera pas, hein, c'est annus horribilis, mais 2021, j'y crois. Merci, à toi Thibaut. Et merci Pierre, super rubrique. Vous voyez, Pierre, c'est vous faire rire, c'est vous dire des choses hyper intéressantes. Il sait tout faire, c'est votre chroniqueur préféré. On le remercie. Merci Audrey, pour les autres. Audrey, bien sûr, toi aussi, c'est parfait. Tu avais une question, je crois. Oui, j'ai une question. Du coup, il y a Yann qui nous pose une question. Donc, coucou Yann, qui travaille chez Fait Légal. On est le directeur. Donc, coucou Yann, merci d'être là. Tu poses la question à Alexandre. Est-ce que tu aurais, je cite, hein, aurais-tu pris autant ton pied dans une entreprise traditionnelle, avec plein de guillemets, dit autrement, comment vois-tu ton avenir? Est-ce que c'est forcément dans la tech? Effectivement, c'est une bonne question. Bonjour Yann. Je pense que voilà, tout dépend de l'ADN qu'on a en tant qu'avocat / juriste. Moi, mon rôle quand j'étais avocat, je me suis toujours considéré comme un bâtisseur parce que je faisais aussi beaucoup de conseils. Et donc, du coup, j'ai rejoint Ledger et les sociétés du tech parce que tout est à construire. Quand on ouvre des entités à l'international, qu'on doit gérer le scope droit du travail RH à l'international, depuis la France, finalement, c'est un peu ce qu'on a appris et l'agilité qu'on a eue et qu'on a acquise en cabinet qu'on peut valoriser. Et ça, je pense que c'est un conseil aussi qu'on peut donner à nos auditeurs et notamment aux avocats qui se posent des questions. Quand vous choisissez votre secteur d'activité, voilà, si vous avez envie de créer, réfléchir habilement aux questions juridiques et bâtir les choses, orientez-vous peut-être plus sur des entreprises de la tech plutôt que des entreprises traditionnelles où tous les process peut-être sont déjà existants et où vous serez peut-être considéré, à tort ou à raison, comme un simple rouage. Pour moi, pour la suite, faut pas se fermer, mais la tech est vraiment un secteur dynamique. Ledger, il se passe plein de choses. Ledger, en 24 heures, j'ai l'impression qu'on vit 2 ou 3 journées en fait. Donc, moi, j'aime les choses qui bougent. Et c'est vrai que les secteurs traditionnels, à date, c'est pas forcément quelque chose sur lequel moi j'irais spontanément. Ok. Et on a une autre question de Léa. Léa que tu dois connaître aussi. Merci Léa pour ta question qui nous demande si tu as des conseils pour s'intégrer quand on démarre en télétravail dans son job et notamment dans une start-up. Non, effectivement, c'est une bonne question. Tout l'enjeu, et moi je le vois aussi côté dans mon service, nous, de chez Ledger, on a eu la chance de continuer à recruter pendant la première phase de confinement. On continue à recruter là. La question de l'enjeu de l'onboarding des nouveaux arrivants est cruciale. Elle est cruciale pour 2 raisons. Elle est cruciale pour le bien-être du collaborateur qui vient dans l'entreprise, mais elle est aussi cruciale pour l'entreprise dans la réussite, parce que si on fait venir quelqu'un, c'est aussi pour sa capacité à travailler, à s'insérer en fait dans les projets qu'il va devoir guider ou travailler. Moi, Léa, le conseil, c'est déjà… prends le temps avec les équipes. Si tu vois que ça soit ton responsable ou même tes équipes n'ont pas le temps de venir spontanément vers toi, vas-y, force. Prends le temps de… on se fait un Zoom, parce que je crois de mémoire, tu aussi travailles à distance. Prends le temps de provoquer des Zooms pour faire des e-coffee. C'est hyper important. C'est peut-être simple à dire, mais prends l'initiative, ça fait du bien. Et surtout, et ça rejoint ce que je disais en amont, prends le temps de connaître d'autres services. Mais ça, je compte sur toi pour pouvoir le faire. Léa qui part dans de merveilleuses aventures à Dublin. On en a déjà parlé dans un autre talk, donc bon voyage Léa. Ouais. Et il y a aussi un commentaire tout à l'heure de Émilie qui nous disait qui appuyait ce que tu as pu nous dire. Effectivement, de passer du temps à la machine à café, de rencontrer les autres. Elle nous dit, nous n'avons pas vocation à exercer le droit dans notre coin, mais à avoir des clients qui ont confiance en nous et viennent nous solliciter. Voilà. Donc, totalement d'accord. Complètement d'accord avec toi. Absolument. Merci Alexandre pour cette émission. C'était un plaisir
de t'accueillir aujourd'hui. Legal Club Sandwich, c'est fini pour cette semaine, mais on vous retrouve dès mardi avec un super talk. On va accueillir Christophe Roquilly. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Christophe, il est directeur notamment de toute la partie juridique et puis droit à l'EDEC. Il a fait des travaux notamment sur ce qu'il appelle le juriste augmenté et les soft skills chez les juristes et les avocats. Donc, il va venir nous parler de tout ça. Sujet qui nous plaît beaucoup aussi à tous les trois. Donc, on va le questionner. Et jeudi, donc la semaine prochaine, on aura Solange, qui est directrice juridique du groupe Believe et qui va nous expliquer comment, en à peine 3 ans, elle est passée de 2 à 25 juristes. Donc, comment on construit une équipe juridique en un temps record. Donc, voilà ce qui vous attend au menu de Legal Club Sandwich la semaine prochaine. On vous attend tous nombreux. Et encore merci de votre fidélité à tous ceux qui nous rejoignent chaque mardi, chaque jeudi. À midi. À midi. Bon, à mardi prochain alors. Exactement, jingle. À mardi. Jingle. À mardi.